Vous écoutez Crime Story, Kim Kardashian et les papis braqueurs, 2e et dernier épisode. Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 octobre 2016, la célébrité américaine Kim Kardashian est agressée dans le luxueux appartement qu'elle a loué rue Tronchet, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce braquage, dont le butin s'élève à environ 9 millions d'euros, fait la une des journaux. Un incroyable braquage en plein Paris. La star américaine de télé-réalité Kim Kardashian, habituée des flashs et des tapis rouges, elle est aujourd'hui la victime du plus riche et célèbre. Kim Kardashian est désormais la victime. Pour la police, l'enjeu est de taille. Il faut clore l'enquête et arrêter le commando au plus vite, afin de prouver aux touristes et à la terre entière que Paris est bien une ville sûre. Dès leur première visite de la résidence de luxe de la rue Tronchet, les policiers trouvent que les braqueurs ont laissé beaucoup d'indices. Dans le hall, ils trouvent du verre brisé, des morceaux de scotch noir et un coffret Louis Vuitton marron qui appartient à Kim Kardashian et dans lequel les malfaiteurs ont enfermé ses bijoux volés. À l'intérieur, il reste seulement une chaîne en métal blanc, placée dans un sachet en plastique transparent, et une autre dorée, avec un pendentif en forme de croix, elle aussi dans un sachet transparent. Dans l'escalier et au premier étage, les découvertes continuent. Les cambrioleurs ont laissé derrière eux des colliers de serrage noir. Les enquêteurs les mettent de côté. Ils isolent également 2 téléphones portables de Kim Kardashian et d'autres objets que les agresseurs sont susceptibles d'avoir manipulés. S'ils ont laissé de l'ADN dessus, peut-être que celui-ci parlera. Les policiers cherchent aussi à retrouver des empreintes directement sur Kim Kardashian. Ils tamponnent sa peau, ses cheveux et envoient les échantillons au laboratoire. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Dans le même temps, les policiers s'intéressent aussi à la vidéosurveillance. L'hôtel n'en est pas doté, mais celle du réseau de la ville de Paris est saisie. Ils récupèrent également les images captées par les caméras des établissements alentours. Et elles sont très parlantes. On y distingue 5 hommes, 3 cyclistes et 2 piétons, et une Peugeot 508 de couleur noire. Les cyclistes arrivent devant l'hôtel munis de gilets jaunes de sécurité. 10 bonnes minutes plus tard, ils ressortent. À 3h09 précisément, l'un des cyclistes fait un vol plané rue Castellane, à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Une partie du butin s'étale sur la chaussée. Il ramasse ce qu'il peut et reprend la route. Pendant ce temps, la Peugeot 508 semble faire office de voiture balai. Elle récupère plusieurs membres du commando et file en direction de la porte de Pantin. En découvrant ces vidéos, les policiers constatent qu'ils n'ont pas affaire à des débutants, mais sûrement pas à des génies du crime non plus. Quelques jours plus tard, les premiers résultats des analyses des scellés, notamment sur le scotch et sur les colliers de serrage, révèlent un premier ADN. C'est celui d'un certain Pascal Larbi, qui vit en région parisienne à Choisy-le-Roi. Mais ce n'est pas son vrai nom. Surnommé le Vieux, âgé de 60 ans, il s'appelle en réalité Aomar. Il a déjà fait plusieurs années de prison, notamment pour vol à main armée, et il est recherché par la police. 6 ans plus tôt, en 2010, il a été impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Pour échapper à une nouvelle condamnation, et à 5 nouvelles années derrière les barreaux, il a préféré prendre la fuite avant le jugement. C'est la raison pour laquelle il vit sous une fausse identité. Damien Delceni, sa cavale lui coûte cher et il a du mal à joindre les deux bouts. Les cavales, ça coûte toujours de l'argent et surtout, Aomar, il est un peu sur le retour. Ça fait longtemps que du fait de sa cavale, il n'a pas pu travailler. C'est-à-dire travailler pour lui, c'est en général commettre des vols ou faire des braquages. Et effectivement, il décide de monter cette affaire, de monter ce braquage en se disant qu'il y a beaucoup d'argent à faire et qu'à son âge, c'est peut-être son dernier gros coup avant la retraite. Les policiers décident de ne pas l'arrêter. Non, parce que pour l'instant, il dispose d'un nom, le sien, d'une empreinte, mais il se doute bien qu'il n'a pas fait le coup tout seul, donc les policiers, ils se disent, voilà, il faut qu'on le suive, qu'on ne le perde plus de vue maintenant, 24 heures sur 24, et on va finir en le suivant par tomber probablement sur ses complices, sur ceux qui ont fait le coup ou organisé le coup avec lui, donc ils vont le mettre sous une surveillance totale, encore une fois nuit et jour, c'est-à-dire de la surveillance alors dans des sous-marins, comme on dit, c'est-à-dire c'est des véhicules de la police qui sont banalisés, dans lesquels on peut filmer un certain nombre de choses, on va évidemment le mettre sur
sur écoute. Enfin, on va suivre Aomar du matin au soir pour essayer de voir qui il rencontre, avec qui il organise des rendez-vous, qui il appelle évidemment sur son téléphone, qu'est-ce qu'il peut dire à ses interlocuteurs. Donc toutes ces filatures, toutes ces surveillances, elles vont permettre aux policiers de dresser à peu près le casting des membres du gang qui ont participé au braquage. Mais voilà, l'enquête s'arrête pas là. Les enquêteurs finissent par identifier un groupe d'hommes. Ils ont entre 60 et 72 ans. Réunis autour d'Aomar, les membres du gang des papis braqueurs, comme ils seront surnommés, ont pris l'habitude, avant le casse, de se retrouver régulièrement au Tabloïd, un bar du Marais situé en face du marché des Enfants Rouges, rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement de Paris. Un certain Florus est le propriétaire de l'établissement. Et derrière le bar, pour arrondir les fins de mois, on retrouve Gary Madar, un homme dont on a déjà parlé, l'un des chauffeurs du clan Kardashian. Gary parle beaucoup, trop sans doute, et il se vante. Quand on parle de Kim Kardashian à la télé, quand elle est en couverture d'un magazine qui traîne sur le comptoir, il ne peut s'empêcher de dire avec fierté que son frère la connaît bien et qu'il est même devenu un de ses hommes de confiance. Florus, le patron du bar, s'intéresse à ce que raconte le serveur. Et Aomar, alias Pascal Larbi, aussi. Le vieux en parle à ses comparses. Didier, 61 ans, surnommé Yeux Bleus, flaire tout de suite la bonne affaire. Il en sera. Mais il ne suffit pas. Aomar embauche alors aussi son fils, un chauffeur VTC, pour assurer la logistique. Et puis Christiane, sa compagne. Une petite dame blonde de 70 ans, mesurant 1m56, à l'allure élégante et qui a pour caractéristique non négligeable de toucher la pension de réversion de son mari décédé, 3 400 € par mois. Quand il la rencontre, à l'automne 2010, Aomar tombe sous le charme tout de suite. Lui est recherché pour narcotrafic, elle vit un quotidien tranquille, à Charenton-le-Pont, à côté de Paris. Elle connaît la vérité, mais elle décide malgré tout de l'héberger et de le présenter à son monde en disant qu'il travaille dans la restauration. C'est tout d'abord Christiane qui prend l'habitude de fréquenter le Tabloïd, rue de Bretagne, et c'est via elle qu'Aomar va y mettre les pieds pour la première fois. Quand il monte sa petite équipe, au printemps 2016, Aomar donne à Christiane un rôle de secrétaire. En clair, elle est chargée de faire passer les messages entre les membres de l'équipe. Damien, qui d'autre fait partie de ce gang ? On l'a dit, c'est des personnes qui sont de la même génération en réalité qu'Aomar. Aomar, il veut travailler avec des gens de confiance, des gens qu'il connaît, alors qu'il a fréquenté soit dans le passé, soit des rencontres aussi potentiellement de ses séjours en prison. Donc il y a par exemple parmi eux un certain Younis Abbas qui a été condamné plusieurs fois pour vol, même pour un braquage en Belgique. Et donc il y a évidemment ce Didier Dubreuc qui a un surnom, Yeux Bleus. Alors on donne souvent des surnoms, c'est une forme de médaille du mérite un peu dans le banditisme quand vous avez un surnom. Lui aussi, il a passé d'assez longues années en prison. Donc voilà, il s'entoure de gens qu'il connaît, dans lesquels il a confiance, et pendant plusieurs mois, ils vont imaginer ce casse, pas très compliqué sur le plan opérationnel selon eux, et surtout très lucratif parce que ils imaginent, à juste titre, qu'ils vont trouver sur place des valeurs, des bijoux, des montres qui vont leur permettre d'avoir un butin très important et de s'offrir une belle retraite, et surtout, comme ils sont quand même assez nombreux dans l'organisation et la logistique du braquage, de pouvoir se partager un butin et que chacun ait une part importante. Donc c'est vraiment Aomar qui est aux manettes de ceux qu'on va appeler ensuite les papis braqueurs. Ces hommes savent à peine, en fait, qui est Kim Kardashian. C'est ça qui est assez amusant quand même dans ce dossier, c'est qu'ils préparent un braquage, on a l'impression de manière assez sérieuse, il y a des réunions, il y a des meetings, alors dans des brasseries où ils mettent tout ça au point. C'est quand même une opération difficile à mener dans un lieu un peu sécurisé, et on a l'impression qu'effectivement leur cible, ils en connaissent à peu près rien. Ils l'appellent entre eux l'américaine. En fait, pour eux, c'est juste une fille très riche, couverte de bijoux, et qui va se déplacer dans Paris, et il faut trouver le bon moment pour pouvoir la dévaliser. Alors là où ils sont aidés par Kim Kardashian, finalement, d'une manière indirecte, c'est que comme elle fait état sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram d'à peu près tous ses déplacements, qu'elle se filme quasiment en permanence toute la journée, et que surtout elle filme les bijoux avec lesquels elle va à un défilé de mode, elle va au restaurant, elle exhibe un peu tout brille, donc
voilà, eux, ils sont complètement grisés par ce qu'ils voient, et puis surtout, ça leur permet, encore une fois, quelque part, de pister leur cible. Le soir du dimanche 2 octobre, ils savent que c'est leur dernière chance. Oui, parce qu'ils ont appris, évidemment, par leur principal apporteur d'affaires et le tuyau de départ, c'est-à-dire par le frère Madar, que Kim allait repartir pour les États-Unis le lendemain. Donc c'est un peu comme une opération, on va donner le top départ, ils vont se dire, bon ben voilà, c'est ce soir ou c'est jamais, donc il faut mettre le plan à exécution. Ils ont prévu, par souci de discrétion, de se rendre sur place à côté de la Madeleine avec des vélos, avec même des Vélib en fait, pour aller jusqu'à la rue Tronchet. Et donc vers 3h du matin, ils sont devant la porte cochère du no-adresse rue Tronchet. On peut dire qu'à ce moment-là, tout se passe comme prévu. Plutôt que d'arrêter les malfrats, la police décide de continuer à les observer. Avec un objectif bien précis, voir comment ils parviennent à écouler le butin. Car c'est leur problématique numéro 1. Les braqueurs ont changé de QG et se retrouvent désormais dans plusieurs cafés du 12e arrondissement. Assez peu préoccupés par la renommée mondiale que leur projet a gagnée, ils se concentrent surtout sur le sort des bijoux. Ils sont tellement précieux, uniques et désormais célèbres qu'il est très difficile de trouver un acheteur. Leur salut vient finalement de la Belgique et d'un certain Marceau surnommé Nérapé, un receleur qui a ses entrées à Anvers, la plaque tournante européenne du diamant et du trafic de bijoux volés. Il faut donc, pour s'y rendre, passer la frontière. Là, un bijoutier pourra changer l'or des Kardashians en argent. Les papys savent qu'ils ne récupéreront pas 9 millions. Pour pouvoir écouler ce type de butin, il faut dessertir les pierres, c'est-à-dire casser les bijoux. Ils perdent forcément en valeur, mais deviennent alors marchandables. Encore une fois, les papys sont ravis. Peu importe s'ils ne gagnent pas autant qu'ils l'avaient espéré. Ce casse réussi les a revigorés. Ils envisagent même de recommencer et de s'offrir une deuxième jeunesse avec un autre bon plan qu'ils viennent de repérer. À la brigade de répression du banditisme, les policiers commencent à sentir qu'il est peut-être temps d'aller les cueillir. Le lundi 9 janvier 2017, cela fait 3 mois que les bijoux de Kim Kardashian ont été dérobés. Damien, est-ce que vous pouvez nous raconter ces interpellations ? Elles sont réalisées à 6h du matin de manière assez simultanée, c'est-à-dire qu'on va chercher Omar à son domicile, Younis à son domicile, Dubroc à son domicile. Bon, c'est un peu la technique traditionnelle quand on s'attaque à une équipe un peu organisée, c'est qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'interpeller tout le monde le même jour, au même moment, pour pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre tout le monde très vite sous pression. Tous les hommes arrêtés sont placés en garde à vue. Est-ce qu'ils reconnaissent les faits ? Pas tous, évidemment, du premier coup. Simplement, les policiers, ils ont quand même beaucoup d'atouts dans leur jeu. Ils ont notamment des empreintes ADN qui leur ont permis d'avancer dans leur enquête. Par exemple, à Omar, il va d'abord un peu amuser, entre guillemets, la galerie. Puis à la 3e audition, il va craquer parce que les policiers vont lui présenter le fait que son ADN est présent sur un des colliers de serrage qui a été retrouvé dans l'appartement où Kim Kardashian a été agressée. Alors évidemment, au début, comme beaucoup de voyous, il va dire qu'il comprend pas ce que son ADN fait là, puis au bout de 3 auditions, il va dire ok, c'est bon, il va tout avouer. Younis Abbas, lui, il va reconnaître immédiatement sa participation au fait. Alors lui, pareil, de toute façon, il y avait aussi son ADN qui traînait sous l'appellation M2, puisqu'on avait donné des noms de code aux ADN retrouvés sur place, donc c'était le M2, et c'est pareil, il s'est retrouvé sur un endroit d'un collier de serrage qui est dans l'appartement de Kim Kardashian. Donc eux, que ce soit Younis ou Omar, de toute façon, leur présence sur les lieux, elle était scientifiquement prouvée. De surcroît, on retrouve quand même en perquisition un certain nombre d'éléments chez eux. D'abord, pour certains, pas mal d'argent. Chez Younis, il y a 50 000 euros en liquide. Chez Omar, il y a presque 20 000 euros en liquide aussi qui se promènent. En plus, il y a les vidéos. On rappelle que une grande partie de l'arrivée et de la fuite des malfaiteurs a été filmée et immortalisée. Il y a notamment la scène de la chute de Vélib. Donc, ils vont pareil jouer un petit peu au départ en disant qu'ils se reconnaissent pas très bien sur les images. Et puis finalement, la plupart vont dire ok, c'est bon, c'est nous. Ces hommes n'ont pas du tout les profils que les policiers avaient imaginés au départ. Les policiers imaginaient que c'était des gens qui étaient sans doute un peu plus jeunes, même si déjà sur les vidéos on repérait, à cause de la chute notamment, des gens qui pouvaient avoir un certain âge de par peut-être leur manque de vivacité ou de rapidité à se déplacer. Et ils vont tomber sur un groupe composé
de sexagénaires et même de personnes de plus de 70 ans, alors certes qui ont des casiers judiciaires, mais certains sont même d'ailleurs dans des états de santé fragiles. Younis, il va être opéré du cœur d'ailleurs pendant sa détention provisoire. Dubroc, il va déclarer un cancer du poumon. Enfin, c'est des gens qui sont plutôt, on pense, en fin de carrière ou qui ont raccroché, comme on dit dans le milieu. Alors, c'est des personnalités quand même assez pittoresques, tous. Et Younis Abbas, lui, il a même tirer profit en quelque sorte de cette affaire en écrivant un livre qui s'appelle « J'ai séquestré Kim Kardashian ». La bague de Kim Kardashian n'a à ce jour pas été retrouvée. Depuis ce braquage, la vie de la célébrité a beaucoup changé. Elle a repris des études, en droit, elle a eu 2 autres enfants avec Kanye West, puis le couple s'est séparé. Désormais, l'enquête est bouclée et le parquet a requis, en juin dernier, le renvoi devant les assises de 8 personnes. Elles comparaîtront du 28 avril au 23 mai 2025 devant la cour d'assises de Paris. Kim Kardashian revient régulièrement en voyage en France. On ne sait pas encore si elle sera présente au procès. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours.